Mon fils de 5 ans est venu me voir les larmes aux yeux en me disant qu'il se moquait de son bégaiement. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris mon fils par la main, je suis allée dans le salon et j'ai dit quelque chose qui a fait blêmir ma sœur et réduit ma mère au silence. Mon fils de 5 ans s'était avancé vers moi, les yeux humides et la lèvre inférieure tremblante parce qu'il riait de lui, et c'était tout, c'était le moment décisif, pas une dispute explosive ni une trahison dramatique, juste cette petite phrase brisée. J'ai tout de suite su de qui il parlait, ce n'étaient pas des inconnus ni des enfants à l'école, c'était eux, ma famille. Nous étions chez mes parents pour le dîner, un de ces repas auxquels je me sentais obligée d'aller par culpabilité car ma mère m'avait appelé 3 fois dans la semaine pour me dire que Lucas connaissait à peine sa propre famille, que j'étais injuste et qu'il fallait endurcir les enfants. Bref, j'avais dit oui comme toujours pour avoir la paix, grosse erreur. Lucas était dans le salon avec Chloé, ma petite sœur, et notre cousin Thomas. Je n'avais pas entendu ce qui s'était passé, mais je n'en avais pas besoin, j'avais déjà vu comment Chloé se moquait de sa façon de parler auparavant, l'imitant à voix basse, riant dans son dos, disant des choses comme « il est mignon, mais il va se faire bouffer tout cru à l'école ». Et Thomas se joignait à elle comme le petit suiveur qu'il a toujours été. Alors, quand Lucas est venu vers moi en retenant ses larmes, je n'ai pas demandé ce qu'ils avaient dit, je n'avais pas besoin de détails. Je me suis levée, j'ai pris sa main, je suis entrée dans le salon et j'ai dit « c'est la dernière fois que vous voyez mon fils ». Ma mère arrivait derrière nous et s'est arrêtée net comme si elle avait pris un mur, Chloé a blêmi instantanément, Thomas a marmonné quelque chose mais je ne l'ai même pas regardé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas justifiée parce qu'en vérité, ce moment se préparait depuis des années. Depuis le jour où Lucas a eu 3 ans et a commencé l'orthophonie, j'ai tout donné pour l'aider, les rendez-vous, les cartes images, des heures de lecture lente et patiente même quand c'était dur, j'ai suivi chaque recommandation, chaque technique. Les médecins disaient tous la même chose, qu'il est intelligent, qu'il a juste besoin de temps et qu'il ne faut pas qu'il se sente différent. Et je ne l'ai pas fait, mais ma famille ici. Chaque visite se transformait en un mélange de critiques et de leçons de morale, Chloé l'imitait et riait comme si c'était une blague, ma mère jouait les inquiètes mais c'était toujours condescendant, comme si le pauvre Lucas était un projet voué à l'échec. Et il présentait toujours la chose comme si c'était moi le problème, comme si j'étais trop tendre, disant que je le couvais trop, qu'il allait grandir faible, que j'élevais une petite nature. C'est drôle comme il disait tout ça en tendant la main, parce que c'est moi qui payais le crédit immobilier de mes parents depuis 2 ans après que mon père ait flambé ses économies dans un investissement raté. C'est moi qui ai aidé Chloé à entrer dans son école privée, qui ai payé ses frais de scolarité, ses livres et même l'assurance de sa voiture. Il ne me traitait pas de tendre à l'époque, il m'appelait généreuse. Il pensait pouvoir dire ce qu'il voulait, faire ce qu'il voulait, et que je continuerais à payer, mais ils avaient franchi la ligne. Après avoir fait cette annonce dans le salon, je me suis tournée vers ma mère et j'ai ajouté, et à partir du mois prochain, vous devrez vous débrouiller pour payer le crédit de la maison vous-même. Puis à Chloé, tu devrais te renseigner sur les universités publiques parce que j'ai fini de financer tes études pendant que tu te moques de mon fils dans mon dos. Je ne suis pas restée pour entendre la suite, j'ai juste pris Lucas, attrapé nos manteaux et nous sommes partis. Ils ne nous ont pas couru après, je pense qu'une partie d'eux croyait encore que je bluffais, que je reviendrais en rampant une fois calmée. Ils n'avaient aucune idée, car ce n'était pas de la rage, ce n'était pas une tempête émotionnelle dramatique, c'était moi qui me réveillais enfin. Et je ne faisais pas que couper les ponts, je brûlais le pont pour ne jamais regarder en arrière. Le trajet du retour a été silencieux. Lucas était assis à l'arrière, serrant fort son doudou renard, regardant par la fenêtre. J'ai demandé s'il voulait de la musique et il a juste secoué la tête, je n'ai pas insisté. Quand nous sommes rentrés, je lui ai préparé un lait chaud, je l'ai bordé et je lui ai dit à quel point j'étais fière de lui, pas seulement pour m'avoir dit ce qui s'était passé, mais pour être exactement qui il est. Il a hoché la tête et avant que je quitte la chambre, il a dit « Je ne voulais pas retourner là-bas. » « Tu n'iras plus, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé le processus que j'aurais dû entamer il y a longtemps. J'ai arrêté les virements automatiques pour le crédit de la maison de mes parents, j'ai envoyé un dernier virement à Chloé, juste assez pour finir le mois, puis j'ai bloqué leurs numéros, tous. Pas de SMS, pas d'appels, pas de discussions interminables. Je m'attendais à ce que les retombées arrivent le lendemain matin,
mais c'est venu plus vite. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Ma mère, c'est quoi ce bordel, Hélène? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es irrationnelle, tu détruis cette famille pour une blague, tu vas le regretter. Celui de Chloé était pire. T'es sérieuse là? Donc je perds mon école parce que ton gosse ne comprend pas une blague? T'es une psychopathe. Je n'ai répondu à aucun message, j'ai juste fait des captures d'écran de tout le monde et je les ai classées dans un dossier intitulé « Preuve que j'ai fait le bon choix ». Mais ensuite est venu le vrai coup dur, un appel de mon père. Je n'avais pas eu de ses nouvelles directement depuis des mois, il laissait toujours ma mère gérer les drames. Quand je n'ai pas décroché, il a laissé un message vocal, juste 4 mots, « Tu nous dois tout ». Ça m'est resté en travers de la gorge. Pas de « nous sommes désolés », pas de « on ne le pensait pas », pas de « comment va Lucas », juste ce sentiment de dû, juste l'attente que peu importe ce qu'il faisait, je continuerai à payer. Je pensais que peut-être après quelques jours de silence, il se calmerait, s'excuserait, ferait semblant de réfléchir. Au lieu de ça, ils ont fait monter la pression. Chloé a posté des âneries passives-agressives sur les réseaux sociaux à propos des mères célibataires aigries qui ne comprennent pas l'humour et des enfants condamnés parce qu'ils sont trop couvés. Je n'ai pas répondu. Ensuite, ma mère a envoyé un email groupé à toute la famille élargie, une longue nouvelle dramatique expliquant comment je démantelais notre structure familiale, comment j'avais monté Lucas contre eux et comment j'étais émotionnellement instable depuis que j'étais mère. Elle a mis en copie mes tantes, mes cousins, même ma marraine. Je me suis assise à la table de la cuisine pour lire ça avec un étrange sentiment de calme. Lucas était à l'école, la maison était silencieuse et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé quelque chose, je n'avais plus peur d'eux. Ils pouvaient inventer l'histoire qu'ils voulaient, ils pouvaient me peindre comme la méchante, ça n'avait pas d'importance parce qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Et ce n'était que le début. À la fin de la semaine, je sentais que le silence de leur côté n'était pas juste de l'orgueil, c'était de la panique. J'ai commencé à recevoir des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Ma tante Denise, une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années, même la mère de Thomas, la cousine qui avait ri avec Chloé. Ils disaient tous des versions de la même chose, ta mère est vraiment stressée, Chloé ne pensait pas ce qu'elle a dit, ne punit pas toute la famille pour un moment d'égarement. Pas une seule personne n'a demandé comment allait Lucas. Mais ensuite est arrivé le message qui m'a vraiment fait marquer une pause, celui de la banque, un avis de retard. Mon nom était toujours sur le crédit en tant que co-emprunteur. J'avais arrêté les paiements automatiques, mais légalement j'étais toujours lié à cette maison. Je savais que je devrais finir par régler ce problème, je n'étais pas stupide, j'avais un plan. Je l'avais élaboré discrètement depuis que j'avais eu le pressentiment qu'un jour j'aurais besoin d'une porte de sortie. J'ai appelé la banque, lancé le processus pour me désolidariser du prêt. Ça a pris des semaines, une paperasse interminable, des preuves de paiement, l'historique du compte, mais je l'ai fait. Et quand le processus a été enfin terminé, j'ai envoyé la confirmation à ma mère, juste une phrase, « Vous êtes seule maintenant ». 3 jours plus tard, Chloé a débarqué à mon travail. Elle s'est plantée à l'accueil comme si de rien n'était, prétendant qu'elle voulait juste parler. J'ai demandé à ma collègue d'appeler la sécurité. Avant qu'ils arrivent, Chloé a dit, « Tu as gâché ma vie pour un bégaiement ». Et c'est là que j'ai su qu'elle n'avait toujours rien compris. Elle pensait que c'était à cause d'une blague, d'un soir, d'un dîner. Elle ne comprenait pas que c'était l'aboutissement de plusieurs années, que j'avais passé des années à encaisser leurs conneries en échange d'une version tordue de la paix familiale. J'avais fini de troquer la dignité de mon fils contre leur approbation. Quand la sécurité l'a escorté vers la sortie, elle a dit quelque chose assez fort pour que tout le monde entende. « Tu te crois meilleur que nous maintenant? Tu penses qu'il ne va pas grandir en te détestant pour ça ?» Je n'ai même pas scié parce qu'à ce moment-là, je commençais déjà à voir des changements chez Lucas, des vrais. Il parlait avec plus d'assurance, pas parfaitement, mais mieux. Son orthophoniste a dit qu'il faisait des progrès plus rapides que prévu. Il souriait plus, dormait mieux, il commençait même à poser des questions, de vraies questions réfléchies, comme s'il n'avait plus peur de parler. Nous lisions ensemble tous les soirs, il aimait les livres drôles, ceux avec des voix bêtes et des bruits d'animaux.
Je ralentissais quand il avait besoin que j'attende qu'il finisse ses mots. Et un soir, après avoir fini une histoire, il m'a regardé et a dit clair comme de l'eau de roche, « Je t'aime ». Pas une seule larme dans ses yeux, juste un petit garçon fier de lui. J'ai embrassé son front et je lui ai dit que je l'aimais plus encore. Et à ce moment-là, j'ai réalisé autre chose, je ne l'avais pas seulement protégé d'eux, je m'étais protégé moi aussi. Mais alors que nos vies commençaient à se stabiliser, les leurs commençaient juste à s'effondrer. Ça a commencé avec la maison. 3 mois après que j'ai coupé les paiements, l'avis de saisie a été affiché. De grosses lettres en gras sur la porte d'entrée du pavillon de banlieue parfait de mes parents, celui dont ils se vantaient à chaque réunion de famille comme si c'était une sorte de trophée. Les voisins ont commencé à chuchoter. Tante Denise a posté sur Facebook un vague message demandant des prières pour une famille traversant des moments difficiles, et puis les appels ont recommencé. D'abord mon père, puis ma mère, puis les deux en même temps. Je n'ai pas décroché. Lucas et moi étions au zoo le jour où ils ont perdu la maison. J'ai pris des photos de lui en train de nourrir les girafes et de rire d'une chèvre qui essayait de voler son goûter. Nous avons mangé une glace après et il a dit que c'était le meilleur jour de sa vie. Pendant ce temps, Chloé avait abandonné ses études. Il s'avère que sans mon aide, elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité, son loyer ni sa voiture. Ses publications sont passées des selfies avec son latte et des soirées étudiantes à des statuts vagues sur la trahison et les gens faux qui jouent à la famille. Puis un soir, je m'en souviens clairement parce que Lucas venait de s'endormir après avoir essayé de lire une histoire tout seul, j'ai vérifié mes emails et j'ai vu un message de Chloé. Objet, s'il te plaît, lis. J'ai hésité un moment, j'ai pensé à le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. C'était de longues pages d'excuses, de demi-regrets et de culpabilisation. Elle disait que les choses avaient dérapé, qu'elle était sous pression, qu'elle ne le pensait pas comme ça. Puis elle en est venue à la vraie raison de son message, elle avait besoin d'argent. Ses prêts étudiants arrivaient à échéance, elle ne pouvait pas payer son loyer, elle risquait de perdre son appartement. Elle terminait l'email par « Lucas ne se souviendra même pas de ça quand il sera grand, mais moi je me souviendrai que ma sœur m'a tourné le dos quand j'avais le plus besoin d'elle. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré l'email à moi-même, je l'ai mis dans le même dossier que les autres et j'ai fermé mon ordinateur. Il pensait toujours que j'allais craquer, que j'allais céder, qu'une partie de moi croyait encore qu'il fallait maintenir la paix, être celle qui répare, celle qui fait tenir l'ensemble pendant qu'il le déchire. Mais cette version de moi avait disparu. Lucas grandissait, ses mots venaient plus facilement, ses phrases étaient plus complètes, il riait plus fort. Il apprenait que le monde pouvait être bienveillant, et, plus important encore, qu'il n'avait jamais à mendier le respect dans sa propre maison. Et pour la première fois depuis des années, je respirais comme si je venais de remonter à la surface. Ma famille apprenait ce que ça faisait de vivre sans moi, et ça n'allait faire qu'empirer pour eux. Quand l'hiver est arrivé, ils ont arrêté de faire semblant. Plus de chantage affectif, plus de manipulation émotionnelle, plus de comédie sur l'envie de réunir la famille. Maintenant, c'était du pur désespoir. Un soir vers 23h, on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par l'œilleton, c'était ma mère. Je n'ai pas ouvert. Elle se tenait là avec une écharpe serrée autour du cou, un sac de course à la main comme si elle pensait que c'était une visite décontractée. Après une minute, elle a frappé à nouveau puis a appelé à travers la porte, « Hélène, il gèle dehors, je veux juste parler. » Lucas dormait. J'ai éteint la lumière du porche et je suis partie. Elle a attendu 15 minutes, puis elle est partie. Le lendemain matin, j'ai trouvé le sac toujours posé dehors. À l'intérieur, il y avait une pile de vieilles photos, moi enfant, elle tenant Lucas bébé, et une note griffonnée sur du papier jaune. La famille c'est la famille. Peu importe ce qui s'est passé, s'il te plaît, rentre à la maison. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte, tenant ce mot, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de culpabilité, juste rien. Chez nous, ce n'était pas leur maison, ça ne l'avait jamais été. C'était cet appartement avec les autocollants de dinosaures sur le frigo et le doudou renard qui voyageait de pièce en pièce.
C'était Lucas prononçant des mots sur lesquels il butait avant. C'était la paix. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du numéro de Chloé. Je l'ai ignoré comme toujours, mais cette fois elle a laissé un message vocal. Sa voix semblait différente, pas en colère, juste usée. Elle a dit qu'elle logeait chez une amie, qu'elle n'avait plus de voiture. Elle a dit quelque chose à propos de devoir se réinscrire à la fac mais qu'elle ne savait pas comment faire. Puis elle a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. Tu n'es pas obligé de me parler, je comprends. Mais s'il te plaît, parle à maman. Elle ne va pas bien. Je n'ai pas rappelé, parce que toutes ces années j'étais trop sensible, et c'est ce que cette sensibilité a construit, un garçon qui se sent en sécurité, un garçon qui sourit plus maintenant qu'il ne l'a jamais fait dans leur maison. Et toutes ces années où ils disaient que je les gâtais en les laissant dépendre de moi, ils avaient raison. Je les avais gâtés en absorbant les dégâts, en les protégeant des conséquences. Maintenant, ils vivaient enfin dans les ruines qu'ils avaient créées, et je n'allais pas les en sauver. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Lucas était dehors sur la terrasse, assis sur un petit tabouret bleu avec une craie à la main, dessinant quelque chose sur les briques. Je le regardais depuis la fenêtre de la cuisine en remuant des pâtes sur le feu. Il fredonnait vraiment, quelque chose qu'il n'avait jamais beaucoup fait avant. Son orthophoniste venait de m'envoyer un email cette semaine-là pour dire que ses progrès étaient officiellement passés dans la catégorie bégaiement léger, il était en avance sur le programme. Elle a dit, il est détendu, il est confiant. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que je ne sentais pas le besoin de me remettre en question. Quelques semaines plus tard, l'email final est arrivé. Il venait de mon père. Une seule phrase, nous avons perdu la maison. C'était tout. Pas de demande, pas d'excuses, pas de tentative de reconnexion. Juste le fait brutal, comme s'il ne pouvait pas supporter d'en dire plus. Je suis restée là une minute à regarder les mots. Le même homme qui me disait que je leur devais tout annonçait maintenant en silence que tout était parti. Je pensais que je ressentirais quelque chose quand ça arriverait. Une conclusion, une victoire, peut-être de la culpabilité. Mais non, c'était juste fini. Chloé a fini par prendre un travail dans une autre région, je ne sais pas où. Elle a arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Ma mère a emménagé avec l'une de ses sœurs, celle qu'elle critiquait constamment. Le silence s'est étiré. Puis il s'est installé pour de bon. Lucas a commencé la grande section cet automne. Pour son premier jour, il s'est tenu devant le miroir, son sac à dos déjà sur les épaules, et a dit « Je vais me faire plein d'amis ». Puis il m'a regardé et a souri. Je m'en fiche s'ils rigolent tous. Il l'a dit sans tristesse, sans peur, juste comme si c'était un fait. Et il n'avait plus peur de ça. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assise seule sur le canapé et j'ai laissé tout ça me submerger. Les années que j'ai passées à me plier en quatre pour plaire à des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour moi. Les excuses que j'ai faites pour eux, celles que je leur ai faites à eux, la façon dont ils m'ont grignoté morceau par morceau jusqu'à ce que je crois que j'avais de la chance d'être simplement tolérée. Et tout ce qu'il a fallu pour détruire ça, c'est une petite phrase calme d'un garçon de 5 ans les larmes aux yeux. Ils ont ri de lui. Maintenant il n'avait plus rien. Et nous avions tout ce dont nous avions besoin. Nous avions la paix. Nous avions l'un l'autre. Nous étions libres.